Il ne faut pas hypothéquer le futur. On peut aujourd'hui s'engager dans un domaine qui n'est pas lié à l'écologie et pas se sentir coupable. Est-ce que vous sentez menacé cette idée de progrès, que ce soit dans la recherche ou dans l'exploration spatiale? Qui a envie Vous la sentez menacée? Qui a envie d'être téléporté dans le futur sans avoir la garantie de pouvoir revenir? Bienvenue dans ce planétarium un peu spécial aujourd'hui puisque nous recevons non pas un, mais deux invités. L'un est astronaute, ingénieur aéronautique à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Il a décollé à 2 reprises vers l'ISS et de là-haut, il a tourné son regard vers la Terre. L'autre est directeur de recherche au CEA, philosophe des sciences. Et malgré sa passion pour l'alpinisme et les hauts sommets, il garde bien les pieds sur Terre pour tourner son regard vers le ciel. Merci Thomas Pesquet et Étienne Klein d'être avec nous dans Planétarium. Merci. Plaisir. Vous publiez Éloge du dépassement chez Flammarion, un plaidoyer engagé pour la recherche et l'exploration spatiale dont on va parler. Mais d'abord, si l'un d'entre vous regarde le ciel depuis la Terre et si l'autre regarde la Terre depuis le ciel, à quelle altitude vos regards se sont croisés? Autrement dit, qu'est-ce qui vous a motivé à initier ce livre, Thomas? C'est un peu le changement de perspective, en fait. C'est essayer de sortir de son point de vue habituel. Moi, j'étais un avide lecteur d'Étienne. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Moi, je lisais aussi les livres de Thomas Pesquet, notamment sa bande dessinée. Dans le point de rencontre, c'est entre le corps et l'esprit, mais ça vaut pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que, en fait, on vit dans un monde extrêmement particulier. Ce que j'appelle le monde, c'est la Terre avec l'atmosphère. Et ce monde, en fait, il masque les vraies lois physiques, parce que dans notre monde, elles sont enrobées par des phénomènes qui les parasitent. Par exemple, dans notre monde, les corps ne tombent pas à la même vitesse. Mais la vraie loi de la chute des corps dit qu'ils tombent à la même vitesse, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et donc les physiciens, depuis Galilée, c'est des gens qui sortent du monde par l'esprit, pas par le corps, pour comprendre ce qui se passerait s'ils étaient ailleurs. Et il me semble que ce qu'on partage comme goût commun, donc Thomas et moi, c'est le goût d'aller se faire voir ailleurs. Par exemple, ici, au Figaro. C'est un livre assez engagé, hein, il faut le dire pour les gens qui nous regardent. On n'est pas dans la vulgarisation, comme vous avez pu le faire, Étienne Klein, ni dans le parcours de vie, comme vous avez pu le faire, Thomas Pesquet. Là, vous vous opposez tous les deux une forme de statu quo. Vous dites que c'est une tentation de l'époque. Comment est-ce que vous avez acquis cette certitude, tous les deux, que la recherche est plus porteuse de solutions que de problèmes, qu'elle va contre le statu quo? Je pense qu'on a tous les deux vécu, alors Étienne, vécu ou suivi dans des grandes aventures scientifiques, que ce soit dans la physique des particules au XXe siècle ou l'aventure de l'exploration spatiale, c'est des choses qui nous ont portés. Et aujourd'hui, quand on assiste un peu au fait que les gens remettent un peu en cause ces choses-là ou ont du mal à s'enthousiasmer, on trouve ça dommage parce que nous, à avoir baigné dedans, on a vu vraiment ce que ça pouvait apporter, ce que ça pouvait apporter au court terme, les progrès technologiques, mais aussi sur le long terme, des progrès de société, vraiment. Et on a peur, je pense, un petit peu que ce repli sur soi, il consiste aussi à sacrifier, à hypothéquer un petit peu le futur sur l'autel de la réalité du présent. Alors évidemment qu'il faut s'occuper des problèmes du présent, ça on est d'accord. On ne s'oppose pas du tout au fait qu'il faut accorder la priorité à des problèmes aujourd'hui qui sont devant nous et qu'il faut traiter. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas hypothéquer le futur, il faut garder de la recherche de long terme, de la recherche fondamentale, parce que on ne sait pas toujours, et c'est vrai, et ça, il n'y a pas de honte à ça, on ne sait pas toujours prévoir ce que ça nous donnera dans 100 ans. Par contre, ce qu'on sait dire, c'est que si on ne le fait pas aujourd'hui, il nous manquera quelque chose, ça c'est certain. Parce que si on regarde 100 ans en arrière, c'est ça qui se passe. Donc ça, c'est toujours vérifié. C'est pas parce qu'on ne sait pas toujours exactement prévoir ce qu'on va trouver, on a des idées évidemment, mais qu'il ne faut pas se lancer dans ces avenues-là, parce que sinon, on va le regretter. Étienne Klein, à ce sujet, vous citez Paul Valéry, si je ne me trompe pas, dans le livre. L'homme, c'est en général ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Exactement, c'est très bien. Non, mais en fait, Thomas et moi, on n'a pas le même âge. On vit dans des secteurs professionnels assez disjoints. Néanmoins, on a vécu suffisamment longtemps, surtout moi, pour constater au cours de notre expérience des révolutions, enfin des bouleversements radicaux. Et pourquoi les arrêter? On est en 2025, c'est-à-dire on est en train de fêter, à l'échelle mondiale d'ailleurs, la naissance de la physique quantique. En 1925, à la fin de l'année, un monsieur qui s'appelle Erwin Schrödinger, qui est autrichien, part en vacances dans les Grisons, à Rosa, avec l'une de ses maîtresses et avec l'autorisation de sa femme. Et en rentrant de vacances, il a l'équation de Schrödinger, qui était une équation qui pilote le comportement des atomes dans les électrons. C'est un des actes fondateurs de la physique quantique. Qu'est-ce que les gens, à l'époque, savaient sur la matière? Mais rien. Ils connaissaient le proton, l'électron,
le neutron, le photon, c'était une idée. De toute façon, c'était pas de la matière. Pas encore le neutron. Ils connaissaient pas les forces nucléaires. Et ils trouvent les équations qu'on utilise encore aujourd'hui et qui ont permis toutes sortes de découvertes comme le boson de Higgs dont on parle dans le livre, etc. Et donc, il y a une dynamique là. Et on voit pas très bien au nom de quoi on devrait l'interrompre. C'est passionnant ce que racontait Étienne Klein, Thomas Pesquet. Comment vous expliquez du coup que certains de nos contemporains ne rêvent plus en écoutant ou en suivant les découvertes scientifiques? Pourquoi ça enthousiasme peut-être moins les foules? Je ne sais pas, parce que on est abreuvé constamment, j'imagine, d'informations. On a beaucoup de sollicitations, on a beaucoup de distractions, et on a du mal, je pense, aussi à voir un peu les échelles. On parle beaucoup d'échelles dans ce livre-là. Parfois, on a l'impression que des choses qui sont, encore une fois, court terme ou proches sont aussi importantes que des choses qui ont une échelle beaucoup plus grande, de magnitude, d'importance. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'aussi, on a l'impression que tout a été découvert dans le monde, alors que c'est faux. Tout n'a pas été découvert. On a au moins autant de choses devant nous qu'on a derrière nous, une infinité. Donc, on essaie de réenchanter un petit peu ça. Vous défendez une notion qui est de plus en plus difficile, j'ai l'impression, à défendre, c'est l'idée de progrès scientifique. Le progrès est de plus en plus vu comme quelque chose de négatif, de polluant, de destructeur. D'ailleurs, Étienne Klein, je crois que c'est vous qui soulevez dans le livre le fait qu'on ne parle même plus de progrès, on parle plutôt d'innovation. Pourquoi ? C'est une étude qu'on a faite à l'Académie des technologies avec un logiciel qui compte l'occurrence des mots dans les discours publics. Avec Gérald Bronner, on a fait ça. En fait, le mot progrès, il a été écrit pendant 3 siècles avec une majuscule. Il a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Il a commencé à décliner en fréquence d'usage dans les discours publics. On ne regarde pas, évidemment pas ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est les discours publics, institutionnels, etc. Il a commencé à décliner en 1980. Au moment où réapparaît dans la langue française un très vieux mot qui avait été abandonné, le mot innovation. Le croisement des deux courbes, donc le progrès qui descend et l'innovation qui monte, se fait en 2003. Et le mot progrès, il a été liquidé en un quinquennat entre 2007 et 2012. On pourrait se dire, mais on a changé un vieux mot, progrès, par un mot plus récent, de sorte qu'on a modernisé notre discours sur le progrès. Mais quand on regarde les choses finement, en regardant les rhétoriques dans lesquelles aujourd'hui on parle d'innovation et dans lesquelles autrefois on parlait de progrès, on s'aperçoit que notre façon de parler d'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Pour le dire en une phrase, l'idée de progrès, elle suppose que le temps qui passe, il est constructeur. Il est notre allié, en fait. Il est complice de notre liberté, de notre volonté. Si on s'y prend bien, si on travaille, demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui, pour nos enfants, nos petits-enfants, etc. Et donc le temps, finalement, il est notre allié, à condition qu'on travaille, à faire advenir un futur qu'on a configuré à l'avance d'une façon crédible et attractive. Alors que l'idée d'innovation, j'ai pas le temps de faire l'étymologie et l'historique, elle s'appuie plutôt sur l'idée d'un temps corrupteur, un temps qui, en passant, dégrade les situations et augmente l'ampleur des défis. Et donc, on nous dit, il faut innover, parce que si on n'innove pas, ça va mal aller. Donc c'est l'état critique du présent qui justifie l'innovation, et non pas une certaine idée positive qu'on a du futur. Et donc moi je pense que si, évidemment dans la philosophie du progrès des Lumières, Condorcet, Diderot, d'Alembert et les autres, il y a des naïvetés. Quand ils défendent l'idée du progrès, ils sont en partie naïfs, parce que la suite de l'histoire a montré que ça ne se passe pas exactement comme ils l'avaient imaginé. Mais est-ce que c'est une raison pour abandonner le mot ? Si vous croyez au progrès, il faut soumettre l'idée de progrès à elle-même, c'est-à-dire la faire progresser. Donc, comment pourrions-nous faire progresser l'idée de progrès en tenant compte de ce qu'on a appris depuis que cette idée a été formalisée, étayée, conçue par les philosophes des Lumières. Donc il s'agit de rallumer les Lumières. Mais si le mot, lui, est menacé, ou en tout cas rétrogradé, est-ce que l'idée, elle, est-ce que vous sentez menacer cette idée de progrès, que ce soit dans la recherche ou dans l'exploration spatiale, qui a envie vous la sentez menacée? Qui a envie d'être téléporté dans le futur sans avoir la garantie de pouvoir revenir? Dans ma génération, on avait envie d'être en l'an 2000, on était même impatient d'être vieux. Alors après, il faut peut-être, mais ça devient une question plus compliquée, mais il y a le progrès technique, technologique, il y a le progrès de société. Est-ce que les deux vont forcément de pair ou pas? Et c'est pas parce qu'on progresse techniquement, ensuite peut passer plein de choses qui font que les gens, bien qu'ils aient un plus grand confort matériel et technique, sont moins heureux que la génération d'avant pouvait l'être. Des gens qui se posent des questions, je vois dans l'aéronautique ou dans l'espace, les gens disent mais moi c'est ma passion, mais malheureusement tout ça, ça pollue, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Il y a quand même beaucoup d'interrogations, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Mais peut-être moi je leur dis, de toute façon, déjà il faut
faut pas se mettre sur soi-même la responsabilité du monde. Hein. C'est important que chacun raisonne à son échelle individuelle. Évidemment que les actions comptent, mais pas s'immobiliser parce qu'on n'a pas accès à des leviers qui soulèveraient le monde. Et puis surtout d'essayer de faire partie de la solution. Si la passion c'est la physique quantique ou l'aéronautique, eh bien allons-y et essayons de faire quelque chose de positif dans ces domaines-là plutôt que se dire non, attends, comment choisir mon domaine en fonction des besoins du monde. Non, choisissons sa passion et dans cette passion, eh ben, faisons infuser les besoins du monde. Je trouve ça assez surprenant, pour le moins, que l'écologie, qui est quand même l'enfant chéri des sciences et de la recherche, qui est né de la cuisse de la recherche, l'écologie, devienne aujourd'hui un frein à ce progrès. Il y a des urgences, comme on dit, écologiques. Ouais. Et on sent qu'on est obligé d'agir pour que certaines conditions de vie soient durables. Ouais. Il faut agir vite. Et cette urgence mobilise beaucoup d'attention, notamment chez les jeunes chercheurs, qui veulent faire des thèses sur la transition écologique, sur l'environnement, sur le climat, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas dans ma génération, où c'est plutôt l'exploration de l'univers par la science qui était la discipline la plus courue, disons. Mais il ne faudrait pas que ce sentiment d'urgence généralisé laisse en jachère intellectuelle le long terme. Or, Thomas et moi, on est dans des domaines très différents, je l'ai dit, mais ils ont en commun quand même d'avoir des projets à long terme. Conquête spatiale, projet Artemis qui est assez proche quand même, mais il y en a d'autres pour après. Et puis dans les disciplines de physique, il y a des projets d'accélérateur à très long terme. Et on voit bien que la réception qu'il aurait accordée, dans les discussions qu'on peut avoir, est moins enthousiaste que l'étaient les mêmes projets du même type dans le passé. Comme si on n'avait quasiment plus le droit de se projeter dans le très long terme. Mais moins on s'y projette, et plus le futur est laissé en jachère intellectuelle, et à ce moment-là, il est colonisé par l'angoisse, devient donc anxiogène, et je pense que c'est pas bien de tout sacrifier à l'urgence. Même dans l'urgence, il faut tenter de sortir la tête, et de donner une perspective. Est-ce qu'on peut détailler cet exemple que vous avez évoqué d'accélérateur de particules, le FCC, un projet de construction à la frontière franco-suisse? Il y a un tunnel actuel qui fait 27 km de circonférence, qui a abrité pendant quelques années une machine qui s'appelait le LEP, avec des électrons et des positrons qui entraient en collision et qui, depuis quelques années, plus qu'une décennie, crée des collisions de protons, qui ont permis d'ailleurs la découverte du boson de Higgs en 2012. Mais on a des questions. Chose d'important. Voilà, très important. Mais on a des questions. Voilà, on a des questions pour savoir ce qui se passe plus haut en énergie quand on se rapproche de ce qu'on appelle le mur de Planck. Des questions qui touchent à la fois le domaine de la physique des particules, mais aussi la cosmologie. Parce que paradoxalement, quand vous étudiez ce qui se passe à toute petite échelle, vous en apprenez sur le passé lointain de l'univers. Et donc, on a un projet, le FCC, le futur collisionneur circulaire, un anneau de 92 km, donc beaucoup plus grand que l'ancien, 92 km de circonférence à pas de diamètre, qui va passer en partie, s'il est décidé, sous lac de Genève, tangenter la chaîne des Aravis. Et l'idée, c'est de faire des collisions d'électrons-positrons dans une première phase, à partir de 2050 en gros, puis proton-proton en 2070. Et il est vrai que ce projet nous transporte temporellement dans un monde dont personne ne sait dire à quoi il ressemblera, puisque, par exemple, en 2070, est-ce qu'il y a encore beaucoup de jeunes gens désireux de faire de la physique des particules? On ne peut pas le savoir. Mais on sait très bien que si on ne le fait pas, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Voilà, c'est tout. Et en fait, les risques qu'on associe à nos actions, à nos décisions, sont toujours pondérés plus fortement que les risques associés à nos inactions ou à nos renoncements. Arrêter quelque chose, ça nous semble désirable quand on a l'impression que quelque chose pourrait présenter des risques ou des coûts, par exemple. Mais le coût qu'il y a à l'arrêter, on a plus de mal à le chiffrer. Et ça, on le voit aussi beaucoup dans le programme spatial, évidemment, parce que d'autant que c'est mis en lumière pour nous, si nous, on ne le fait pas, d'autres le feront. Il y en a qui ne se posent pas ces questions-là. La Chine, d'autres géographies se disent, nous, on a envie d'avoir notre moment au programme Apollo et puis de mettre notre pays sur la scène internationale, d'avoir cette accélération technologique, cet enthousiasme. Et aujourd'hui, on se dit, si on prend le risque de ne pas le faire, d'autres le feront. Et je pense que dans 15 ans, dans 20 ans, on verra la différence. C'est ça aussi qu'on essaie d'expliquer. Ça, c'est possible. Vous pensez que c'est possible qu'on soit, nous, occidentaux, largués
par la Chine, Ouais, je pense qu'il ne faut pas s'interdire de le penser. Ouais. Bah, évidemment, à l'échelle des temps, alors on parle des temps géologiques dans le livre, on a des exemples un peu marrants, mais même à l'échelle des temps très humains, il n'y a aucun empire qui est éternel. Hein. Nous, on a toujours connu les États-Unis en leadership mondial de tout, quelque part. Personne ne remet ça en cause parce que c'est tellement évident. Ils sont tellement dominateurs, mais ça n'a pas vocation à durer. Il va se passer des choses dans le futur. La planète, dans 100 ans, sera sans doute très différente. Pour prendre des exemples tirés du domaine spatial, aujourd'hui, le programme Artemis de retour vers la Lune, les Chinois ont aussi la ferme intention d'y aller eux-mêmes. Et très honnêtement, s'il fallait parier sur quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup d'experts du domaine mettraient leur argent sur le programme sous leadership américain. Vous pariez plutôt sur la Chine ? Bah moi, je pense que la Chine avance en ligne droite, sans trop tergiverser, sans trop de feu de la rampe, mais avance de manière assez déterminée. Ouais. Côté américain, ça tergiverse beaucoup plus, pour des raisons que je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de détailler ici, mais qui sont d'ordre géopolitique. Oui, la Chine, elle avance en ligne droite, y compris pour les projets d'accélérateurs circulaires. Et pour revenir sur l'accélérateur de particules, quand on fait une recherche, parce que je l'ai fait sur un moteur de recherche quelconque pour se renseigner sur ce sujet, la première chose qui tombe, ce sont des sites écologistes qui s'opposent au projet. Oui. Donc on les voit manifestement, ces freins-là. Ce que je souhaiterais, c'est que les gens qui s'engagent dans la physique des particules n'aient pas de culpabilité de le faire, en fait, c'est surtout ça. Ouais. On peut aujourd'hui s'engager dans un domaine qui n'est pas lié à l'écologie et pas se sentir coupable. On ne peut pas non plus laisser penser que les gens qui sont derrière ces grands projets sont complètement indifférents aux questions écologiques. Aujourd'hui, si on sait qu'il y a du changement climatique, c'est parce qu'on a des flottes de satellites qui observent la planète sous toutes les coutures. On ne le saurait pas si on n'aurait pas ces infos-là. Et si on a des flottes de satellites, c'est aussi en grande partie parce qu'un jour, on a décidé d'essayer d'envoyer des gens dans l'espace et des gens sur la Lune. Et que ça a cascadé dans un progrès technologique qui nous a permis ensuite d'envisager plein d'autres choses. Mais on n'a pas décidé à la base d'avoir un programme spatial pour protéger la planète. C'était pas ça l'idée. Ouais. Pourtant, aujourd'hui, le premier rôle d'un programme spatial, c'est de protéger la planète. Et c'est ça qui est drôle, c'est que si on avait demandé aux gens du programme Apollo de prévoir ce que serait le spatial en 2025, personne n'aurait sans doute dit que le premier rôle du spatial, ce serait d'ausculter la planète. Pourtant, ça l'est aujourd'hui. Ouais. Et heureusement qu'ils se sont lancés dans ces aventures-là. Et c'est pour ça que nous, on plaide pour se lancer dans les aventures d'aujourd'hui, que les gens du futur puissent regarder en arrière et se disent mais ils ont bien fait de le faire. Qu'est-ce qui est le plus souhaitable, selon vous ? C'est un monde sans recherche, mais débarrassé de pollution ? Ou alors, avec de la recherche, mais quitte à l'abîmer en partie ? Je pense que déjà, le fait d'améliorer les conditions de vie, de rendre le monde durable, ça passe par la recherche. Hein. C'est juste un type un peu différent de recherche, mais il y a quand même beaucoup de connexions, d'overlap entre les deux, comme on vient de le dire. Je ne saurais pas dire le pourcentage. Je ne peux pas dire ici il faut 75% des ressources sur et 25%, c'est pas ça. Mais il faut laisser la porte ouverte, ça c'est certain. Ouais. Il faut pas avoir des solutions qui ferment des portes, il faut avoir des solutions qu'on ouvre. La science, elle est souvent accusée depuis Galilée de s'être mis au service d'un mauvais usage du monde. Ouais. C'est grâce à la science qu'on a pu dégrader la planète en se donnant des moyens de la polluer. Et avec Galilée, il y a en effet l'idée que l'homme serait un être d'anti-nature. Non pas au sens où il serait contre la nature, mais où il échappe à la nature. Il connaît les lois, il peut échapper par cette connaissance à la nature. Et on s'est rendu compte que c'est pas vrai. La séparation entre la nature et l'humanité, elle est poreuse, et nos actions humaines ont un effet sur notre environnement. Pour autant, est-ce qu'on doit liquider la science au motif d'un mauvais usage du monde ? Est-ce que c'est vraiment avec la physique d'Aristote qu'on va résoudre les problèmes de climatologie ? Est-ce que c'est avec la biologie de Pline l'Ancien qu'on va résoudre les problèmes de biodiversité, etc., etc. Donc moi, je plaide plutôt que d'abandonner la rationalité, de la retravailler, de la repenser, pour qu'elle échappe aux critiques qu'on peut lui avoir faites, d'être un moyen de dominer excessivement la nature. Et vous ne croyez pas à l'idée, vous l'avez évoqué Thomas Pesquet, des quotas des droits à polluer ? Parce qu'après tout, on pourrait se dire, ça c'est extrêmement utile, et ça peut nous sauver de plein de problèmes ou en résoudre plein d'autres. Peut-être qu'il n'y aura pas ce droit à polluer un peu plus que d'autres choses complètement futiles. Non, alors les quotas de CO2, c'est des choses qui existent déjà au niveau européen, qui sont difficiles à mettre en œuvre. C'est des mécanismes quand même très compliqués avec beaucoup d'effets de bord. Notre ami Jean Covici en parle beaucoup. Les flux physiques d'énergie quand même diminuent, enfin du moins pour les énergies fossiles, on a du mal à les compenser par autre chose. On est dans un monde qui est un petit peu en contraction. On va avoir des choix à faire.
Et ça, ce seront des choix de société. Nous, tout ce qu'on peut faire en tant que scientifique, c'est pas choisir pour les gens, c'est alimenter le débat avec des faits scientifiques et des calculs et des données. Et ensuite, c'est une fois que les gens sont éclairés, et ben, c'est comme ça qu'on peut espérer que les meilleurs choix seront faits. Vous vous risquez tous les deux à une solution pour concilier tout ça, c'est l'éthique. Est-ce que c'est le rôle de la science ou de la recherche, Étienne Klein, de chercher l'éthique? Disons qu'il y a du nouveau, parce que comme la science n'est plus enchâssée dans l'idée de progrès, on se rend compte que la science est le produit des connaissances particulières, qu'on appelle scientifiques, parce qu'elles bénéficient d'une objectivité particulière, disons. Mais la science produit aussi de l'incertitude, par le fait qu'elle ne nous dit pas ce que nous devons faire des potentialités qu'elle nous donne, notamment technologiques. Pensez à, la physique nucléaire. La physique nucléaire, elle vous explique comment faire un réacteur nucléaire ou une bombe, mais elle vous dit pas si vous devez le faire. L'algorithmique et d'autres sciences vous permettent de construire ce qu'on appelle l'IA. Mais l'IA ne nous dit pas quelles sont les décisions qu'on doit déléguer à l'IA. Donc c'est à nous d'en décider. Et l'éthique, elle intervient comme argument pour qu'on puisse mettre en place des structures qui nous permettent de décider ensemble du type de compagnonnage qu'on veut avoir avec les nouvelles technologies. Voilà. Et ça, c'est très difficile à organiser. Parce qu'à chaque fois qu'on tente un débat public sur ces questions, on voit qu'il y a une forme de décorrélation entre la militance et la compétence. Les gens les plus militants, en pour ou contre, sont pas forcément les plus compétents. Les gens compétents, en général, sont des gens mesurés. Et comme ils sont mesurés, ils s'engagent modérément. C'est permettre le doute. Voilà. Il faut bien qu'on trouve les moyens de décider de ce qu'on veut faire ensemble dans le futur, en tenant compte de ce qu'on sait. Parce qu'à un moment, il y a le réel qui se manifeste. On a parlé beaucoup d'écologie. Il y a un autre facteur qui joue dans ce changement de perception que vous évoquez dans votre livre, c'est aussi l'économie. Les coûts du spatial n'ont proportionnellement plus rien à voir avec ce qu'ils étaient, l'exploration spatiale en tout cas, dans les années 60, 70. Pour autant, on a l'impression que les questions budgétaires, et pour les programmes spatiaux, mais aussi pour les programmes de recherche, sont une problématique bien plus importante dans l'aboutissement au nom de ces projets que par le passé. Pourquoi ? Alors, pour plein de raisons, je pense, parce que déjà, on a beaucoup moins d'argent en proportion dans la planète, sur la planète, que par le passé. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quand ces aventures-là se développent, les États-Unis et l'Europe concentrent, je ne sais pas dire le pourcentage, mais on va dire une grande part des richesses mondiales. Mais ensuite, il y a des choses qui se passent dans le cadre de la décolonisation, dans le cadre du développement économique de plein de zones dans le monde, que ce soit dans l'Asie du Sud-Est, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique ou en Chine. Et ensuite, il me semble, sans être un expert économique, et que la création de valeur se répartit un petit peu plus dans le monde, et que nous, on va dire nous occidentaux, États-Unis, Europe, on en capte une moins grande partie. Et donc ça nous donne une impression un peu de déclassement, ou une impression d'avoir moins les moyens qu'on a eu une époque, qui est sans doute vrai. Les États-Unis, dans les années 50-60, peuvent se permettre n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu le cas, mais de manière un peu moindre. Et nous, l'Europe, c'est beaucoup moins le cas que ce qu'on pouvait se permettre dans les années 1910 ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on justifie un petit peu plus chaque euro qu'on dépense. Pourquoi ? Parce qu'au global, on en a peut-être un petit peu moins. Mais c'est vrai que c'est des discussions qu'on n'avait pas. Alors pour revenir un peu à l'objet du livre, il y a le plaidoyer, mais il y a aussi quand même cette histoire de dépassement et d'échelle. Moi, j'insiste à dire... les gens sont dans leur idée d'un programme spatial ou de programme de recherche qui coûte extrêmement cher. Ça, c'est vraiment très ancré. Et pourtant, quand on écrit les chiffres sur le papier ou quand on leur montre, ils se rendent compte que c'est pas forcément le cas. Qu'aujourd'hui, à l'échelle de l'Europe, des grands programmes de recherche, ça coûte aux citoyens pas grand-chose par rapport à plein d'autres choses. Alors, on a les budgets militaires, évidemment, qui sont super importants. On parle de plusieurs dizaines de milliards pour un pays. Nous, pour l'exploration spatiale, on n'a même pas 1 milliard pour toute l'Europe. Donc on devrait avoir 27 fois plusieurs dizaines de milliards. Eh ben non, on a moins d'1 milliard. Donc c'est ce genre de budget qu'on a. La politique agricole commune, super important, mais c'est de l'ordre de 50 milliards pour toute l'Europe. Nous, 0,6 milliards. Aujourd'hui, à l'échelle européenne à laquelle on se place, il faut regarder les chiffres avant de conclure sur vraiment le coût des activités. Et je pense qu'il faut aussi qu'on interroge le fait que, justement, alors même qu'on a peu de moyens, en tout cas moins qu'avant, on réussit pas à embarquer le public, le monde politique, dans l'idée que tout ça est excitant. Il me semble que si ce travail, on l'avait mieux réussi, il serait plus facile pour nous d'embarquer
une partie de la population et donc de justifier les budgets nécessaires dans ce type d'aventure. Thomas, dans le livre, donne un chiffre qui m'avait marqué. Le budget qu'il vient de citer pour l'Europe en matière de spatial, budget annuel, est inférieur au budget du PSG. Donc c'est juste quand on pose ça, il y a pour les spectateurs, citoyens que nous sommes, une déconstruction là qui se fait en direct. Et si on arrive au terme de cet entretien, j'ai une dernière question pour vous, chacun à votre tour. Étienne Klein d'abord, quel sera votre prochain dépassement? Alors moi, c'est toujours en matière d'alpinisme, et c'est un dépassement qui est une régression. C'est-à-dire L'âge venant, c'est-à-dire je vise des sommets que je peux encore faire, mais qui sont pas forcément plus durs que ceux que je faisais avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a ce phénomène assez pervers, c'est que quand une montagne n'a pas été gravie, elle appartient au ciel. Puis dès qu'on l'a gravie, elle descend sur terre. Donc la conquête est un raccourcissement. Et ça doit être là pareil pour l'ISS. L'ISS est à 400 km, mais Thomas, qui l'a fréquenté pendant 1 an au total, il doit avoir l'impression que c'est sa résidence secondaire. C'est proche, finalement, c'est très proche. Moi, mon prochain dépassement, j'espère que ce sera dans le cadre des missions Artemis. On a la chance de vivre un moment fantastique dans le spatial, malgré tout ce qu'on vient de dire. On n'a quand même jamais eu autant de pays, jamais eu autant de capsules, jamais eu autant de velléités quand même de retourner dans l'espace et de s'en servir et de l'approprier pour la société, hein, évidemment, que ce soit pour la sphère privée, la sphère publique. Et nos projets d'exploration, c'est d'aller s'installer vraiment sur la Lune, aller faire une base de recherche comme on l'a fait par exemple en Antarctique, hein, pour utiliser les propriétés spécifiques de ce milieu-là qui nous donnent accès à des choses auxquelles on n'a pas accès ailleurs. C'est l'histoire de l'ISS, ce sera l'histoire de la Lune, ce sera l'histoire de Mars dans quelques années. Et donc participer à tout ça, moi, c'est un petit peu mon dépassement. Je ne sais pas si j'aurai la chance d'y aller moi-même, évidemment. J'en rêve un peu la nuit, mais même rien que d'avoir permis ça au nom de la société, de l'humanité, c'est les grands mots, mais aussi de l'Europe. On a envie que l'Europe fasse partie de cette aventure-là. Si on arrive à faire ça, ce sera un bon dépassement. Ouais. Et c'est plus Artemis que Mars, ça vous l'avez dit. Oui, parce que vous avez repositionné. C'est comme Étienne. Parce qu'entre l'ISS et la Lune, il y a quoi, 400 000 km? 400 000 km. Ouais. Et c'est pas du dépassement, là, c'est du dépassement dans les grandes largeurs. Non, mais c'est comme Étienne, j'adapte aussi mes perspectives à la temporalité. Je pense que Mars, on est quand même à une bonne vingtaine d'années, on va dire, d'une vraie exploration de Mars. Si les choses continuent c'est toujours difficile de projeter les courbes. On ne sait pas si ça va accélérer, si ça va ralentir. On sait qu'a priori, ça va continuer à monter, mais on ne sait pas à quelle cadence. Par contre, la Lune, c'est là, c'est juste devant, c'est quelque chose, on tend la main, on peut quasiment l'atteindre. Donc ça, on pense que ce sera une belle aventure. Et vous êtes candidat, ça je ne l'invente pas, vous l'écrivez dans le livre, en ces termes. Absolument. Merci beaucoup. Moi aussi, mais tout le monde s'en fout. Moi aussi, dans ce cas-là, allons-y tous ensemble. Merci beaucoup, messieurs, pour cet entretien, c'était passionnant. Je rappelle la sortie de votre livre, Éloge du dépassement, c'est chez Flammarion. À la semaine prochaine pour un prochain numéro de Planétarium.